Bonsoir chers téléspectateurs d'Évasion TV. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à notre station. Vous êtes dans votre émission Droit et Société qui reçoit pour vous aujourd'hui M. Mohamed Lamine Yayo. Il est chef de cabinet du ministère de l'Économie et des Finances et vice-président du CRAC, entendez collectif pour la réélection d'Alpha Condé en 2015. Et à ma droite, Momori Koundouno, lui, il est journaliste et co-animateur de cette émission. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Dubaté. Bienvenue Bonsoir, sur ce plateau. Monsieur Koundouno. Voilà. Je suis très heureux. D'accord. Voilà. Et bienvenue à Momori aussi. Merci. Voilà. Comme je l'annonçais tout à l'heure, aujourd'hui nous recevons M. Mohamed Lamine Yayo et nous allons parler, M. Mohamed Lamine, aujourd'hui de la situation sociopolitique du pays, mais aussi du CRAC, entendez, collectif pour la réélection d'Alpha Condé en 2015. La première question, vous êtes vice-président du CRAC et quelle lecture faites-vous de la situation sociopolitique du pays? Merci, Madame Dubaté. C'est pour moi une joie indicible de venir au niveau du groupe de presse Évasion, doublé d'un immense plaisir, un plaisir sans borne, et surtout quand il s'agit d'informer, de parler de la situation sociopolitique du pays que nous connaissons, qui est le nôtre, et donc nous ne devons pas être indifférents. Donc c'est pour moi une joie indicible de me prêter à vos questions dans ce contexte politique qui est caractérisé par ce que nous savons tous, une offensive de l'opposition qui est déterminée et qui se plaît dans une sorte de boulimie, à engager le pays dans une chienlit, un désordre indescriptible, alors que nous sommes tous régis par ce qu'on appelle la Constitution. Les lois sont là, le droit est là. Nous devons tenter vers le respect du droit, même quand on est acteur politique, ou même quand on est leader politique. Qu'à cela ne tienne. Parler de la situation donc socio-politique du pays, économique, il faut ajouter, c'est passer au cube de l'analyse certains faits. Certains faits qui ont toujours caractérisé les soubresauts politiques en Guinée, où le dénouement est toujours malheureux, parce que les soubresauts politiques en Guinée sont caractérisés par la culture de la violence, par la culture des actes de vandalisme, par la culture du respect, pas du droit, mais du respect de la force de la rue. Je crois que ce climat délétère qui est créé par ces agitations, je crois que ce n'est pas souhaitable. Au niveau de la démocratie aussi, on peut être convivial, le climat convivial peut être créé, parce que la quête de la démocratie elle-même, elle est nécessairement contradictoire. Alors, dans le cadre de cette contradiction, si vous faites recours à la loi, au droit, à la primauté du droit, je crois que votre démarche, elle est une démarche qui s'inscrit dans le cadre du comportement d'un républicain. Le républicain, le bon républicain, le bon citoyen doit se soumettre au dictat du droit, au respect de la loi, qui doit être notre bréviaire. Mais fort malheureusement, aujourd'hui, quand on fait un retour choc en arrière, par rapport à la situation qui a été créée en Guinée à partir de 2010, parce que c'est pour la première fois, en 2010, que nous avons observé en Guinée une élection démocratique ouverte à 24 candidats. Je dis bien ouverte à 24 candidats, ouverte donc à 24 impétrants. Et au finish, à la fin, il y a un seul postulant qui a été élu en 2010. Si on dit que le départ de la démocratie en Guinée c'est 2010, c'est parce que 2010 constitue un repère que nous considérons très intéressant au niveau du CRAC. Ce repère-là indique que la vraie démocratie avec 24 impétrants a eu comme point d'ordre la mise en place de l'exécutif avec l'élection d'un président de la République qui consacre la pluralité, la dimension du respect des autres piliers du pouvoir. C'est le pouvoir exécutif qui est le fait déclencheur et qui crée la légitimité des autres pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir Exécutif. le pouvoir législatif, tous les autres pouvoirs, c'est le pouvoir exécutif qui est le fait déclencheur.
Donc, à partir de 2010 en Guinée, depuis que le président Alpha Condé est venu au pouvoir, il faut le noter, nous avons connu beaucoup de soubresauts politiques et ces soubresauts ont été toujours caractérisés par la culture de la violence. Oui, mais cela vous imputez la faute à qui? À l'État ou bien? Le principe du respect de la loi doit être consacré. Il doit s'appliquer à tous les citoyens, quelle que soit par ailleurs leur position, futur leader politique. Mais fort malheureusement, je prends un cas très évident et qui est là, qui est déjà dans le rétroviseur du passé, qui est enregistré, qui est comptabilisé, parce que dans un pays, partout où on est, il y a ce qu'on appelle le principe du respect du droit. La primauté du droit implique quoi? On doit avoir le devoir de mémoire dans un pays. Le devoir de mémoire nous indique qu'en 2013, avant l'élection législative, les convulsions sociales que nous avons connues, quels ont été leurs dénouements malheureux? L'État a perdu 1400 milliards de francs. Il y a des Guinéens qui sont morts. Il y a des Guinéens qui ont perdu leur base de commerce, le fonds de roulement. Parce qu'à Madina, par exemple, les jeunes, à la faveur des manifestations de l'opposition, ont cassé des boutiques, ont brûlé des boutiques des Guinéens. Mais Donc, monsieur Yayo, avant 2010, Alpha Condé aussi a été opposant, je crois. Les militants du RPG à l'époque aussi descendaient dans la rue. Ils faisaient la même chose que, comme maintenant, là, ceux de l'opposition le font. M'amener donc à jeter coup d'œil dans l'autre politique du passé. En 1993, au nom de la pluralité politique, au nom de l'acceptation par le président Lansana Conté à l'époque, le multipartisme qui était là, en 1993, en Guinée, nous avons connu une élection. Comment ça s'est passé cette élection de 1993? Il y a eu des résultats. Les résultats dans deux grandes circonscriptions de la Haute-Guinée, Sigiri et Kankan, on a purement et simplement annulé le suffrage ou les scrutins de ces deux grandes préfectures. 100 000 voix et 90 000 voix. Les 100 000 voix et les 90 000 voix annulées par le ministère de l'administration du territoire qui avait en charge les élections à l'époque, la loi dit que les 60 jours après, on devait reprendre les élections au niveau de ces circonscriptions, ce qui n'a pas été le cas. On a purement et simplement annulé les voix et la Cour suprême d'alors a accepté l'annulation de ces voix. Le président Alpha Condé a demandé à ses militants d'accepter ce qui s'est passé. Je ne voudrais pas venir en Guinée diriger ce pays un jour après beaucoup d'hécatombes et au bout du compte venir diriger un pays où il y a déjà beaucoup de cimetières, où les militants sont déjà l'usage de la force, beaucoup de militants sont enterrés. Cette manière de faire la démocratie avec la violence, la culture de la violence, je refuse cette démarche. Je vous soumets à accepter le verdict de ce que le ministère de l'administration a déclaré et de ce que la Cour suprême à l'époque a entériné. Maintenez-vous à ça. Je ne veux pas une culture de la violence dans le pays où le dénouement politique va être malheureux en comptant le nombre de morts. Il a renoncé purement à mener ses militants à prendre la rue. Les manifestations du RPG, quand on fait un choc en arrière, les manifestations du RPG ont été toujours réprimées. Le RPG est le parti qui a payé un lourd tribut dans la quête de cette démocratie en Guinée. Un lourd tribut, vous vous souvenez, quand le président Alpha Condé a été convoqué à la police judiciaire en son temps, il y a eu un cas de mort. À l'issue de cette convocation, la foule compacte qui est venue l'accompagner, dû à la ferveur militante, le pouvoir en place était obligé d'accepter le l'accès. Mais ça a continué. Vous avez suivi. Il s'est réfugié à un moment donné à l'ambassade de Guinée, à l'ambassade du Sénégal en Guinée, parce que le pouvoir qui était là en face, je dis bien, était un pouvoir militaire, entre guillemets, malgré que les militaires, au nom du fait que la communauté internationale avait déjà imposé une nouvelle politique
dimension internationale. Donc, l'ouverture démocratique était plus qu'obligatoire, c'était un passage obligé, c'était un point d'ancrage. Mais le président Alpha Condé a accepté de perdre les élections en 1993, quand bien même il devait amener le président Conté à l'époque à un ballotage favorable, parce que des différents postulats. Après, le président Conté se représentait le PUP, le RPG s'est classé en deuxième position, et les autres leaders de l'opposition à l'époque, Ban Mamadou et Sidayo et Jean-Marie Douré avaient eu des voix. Donc, si le deuxième tour devait se faire, parce qu'on reprenait les élections une fois dans les deux circonscriptions que j'ai citées tout à l'heure, c'est les fiefs naturels du RPG Arc-en-Ciel, du RPG à l'époque, tout court, on reprenait les élections là-bas, ça n'allait pas changer les populations qui sont considérées comme des militants du RPG allaient encore voter pour le RPG et le président Alpha Condé allait venir au deuxième tour avec le général Lansana Conté. Ça n'a pas été le cas. Allez-y, Momory. Revenons à votre partie introductive, vous disiez tantôt que le climat politique est actuellement délétère, mais est-ce que ce n'est pas à vous pouvoir de la faute, parce que souvent l'opposition ne cesse de le dire, que c'est vous qui fermez la porte au dialogue, et conséquence, l'opposition se replie sur un des droits constitutionnels qui est les manifestations de rue, qui mettent la pression sur le pouvoir afin d'ouvrir le dialogue pour que les questions liées au processus électoral soient mieux débattues. Je suis très heureux de décrire ce sujet qui est un sujet d'actualité. Le droit de manifester est autorisé par la Constitution. Mais est-ce que le droit de manifester implique, engendre des actes de vandalisme, engendre l'acceptation, l'organisation d'une chialie? Une chialie, c'est quoi? C'est le désordre, la confusion. Chaque fois quand l'opposition guinéenne a manifesté à Conakry, il y a eu des cas de mort, il y a eu des actes. C'est la faute à l'État ou bien à l'opposition? Dans les conditions normales, oui. C'est l'organisateur, celui qui organise, doit canaliser ses militants pour leur dire attention. La manifestation doit mettre les dispositions. une manifestation pacifique. Oui. Qu'à cela ne tienne. Oui. Vous avez vu ici, depuis 2010, que les gendarmes et les policiers sortent les mains vides devant cette horde de jeunes, déterminés à en découdre avec eux. Il y a eu des gendarmes qui sont morts. Est-ce qu'ils n'ont pas des armes blanches? Il y a eu des policiers pas les qui mains sont morts. vides. À cause de l'usage des armes blanches, mais avec l'usage aussi des armes à feu. Mais de l'autre côté, on déplore aussi les morts par balle, M. Yao. Les morts par balle? Oui. Oui. Je dis bien, la culture de la violence, quelle qu'elle soit, qu'on se situe dans la mouvance ou qu'on se situe dans l'opposition, est un fait à refuser. L'acceptation d'autrui dans le cadre de la démocratie doit être une formule consacrée. La démocratie suppose aussi dans sa démarche qu'elle soit empreinte d'élégance, de convivialité. Dans ces conditions, la contradiction doit se situer au niveau des idées, au niveau des débats. Mais tel n'est pas le cas, vous êtes à Conakry. Je dis bien, en 2013, avant les élections législatives, nous avons enregistré au niveau des finances publiques une perte, une moins-value de nos prévisions de recettes de 1400 milliards, avec ce que cela aussi a comporté en perte en vies humaines, causée par les manifestants, causée par cette horde de jeunes, déterminés, motivés à s'aimer la chienlit, à faire en sorte que la destruction massive soit là. Nous sommes tous Guinéens. Vous vous souvenez, les commerçants, au nom d'une organisation qu'on appelle Guada, dirigée les hommes d'affaires, ils ont fait une revendication. Cette revendication, le gouvernement s'en est saisi, mais on a aussi situé les responsabilités. La responsabilité a situé au niveau de ceux-là qui manifestent. Les militants de l'opposition en manifestant, est-ce qu'il est dit dans la loi qu'ils doivent se munir des armes blanches, ils doivent se munir des cailloux, ils doivent cogner les forces de sécurité? J'ai dit non. Cette forme de manifestation, il y a des manifestants, il y a l'opposition qui dit que elle est inadmissible. Monsieur Yao, vous me permettez, il y a la culture de la violence. Revenons au cadre de cette manifestation actuelle. C'est elle qui caporalise l'actualité. On sait que la semaine encore qui va commencer, l'opposition va encore renouer avec les manifestations de rue. Et revenons à cette manifestation de la fois dernière.
toute une contradiction autour des personnes qui ont été tuées. L'opposition estime que ce sont des personnes qui ont été tuées par balle. De l'autre côté, le pouvoir récuse de cet argumentaire. Alors, en pareille circonstance, à qui réellement la faute? Faisons une analyse sans complaisance. D'accord. Nous ne dévoilons pas les faits. Nous ne devons pas avoir de parti pris. Pour manifester, la loi dit quoi? Il y a des autorités. Il y a des autorités à qui on doit adresser la consonance, la requête, pour dire d'accorder le droit de manifester. Nous sommes dans un État. Le mandat du président Alpha Condé n'est pas encore arrivé à expiration. Alors quand certains se réunissent à Paris pour dire que le président Alpha Condé est illégitime, alors que le mandat n'est pas arrivé à expiration, or c'est le peuple de Guinée qui a voté pour lui, reconnu, et sur le plan national et sur le plan international. Alors ces gens-là se situent dans quel côté? De quel côté? Dans le cadre d'une logique du non-respect du droit et de la légitimité. Quand vous-même, vous dites que vous ne souscrivez pas à la loi, vous voulez que vous brandissez la loi pour dire que non, la loi doit être respectée. Il y a des autorités légales. Ces dernières manifestations n'ont pas été autorisées. Oui, parce qu'ils disent que le mandat de ces autorités même arrivé si c'est à autorisé, le plus souvent il y a des sont jeux frappés entre les manifestants et les ordres et le maintien d'ordre. Oui, le mandat de ces autorités est frappé d'expiration. Les autorités municipales, les autorités locales. Mais l'autorité qui est l'exécutif, qui a été élu pour 5 ans, c'est pas arrivé à expiration. Ils n'ont pas été élus, ils ont été nommés, M. Yayou. Oui, ils ont été élus. C'est une situation exceptionnelle. Quand une situation exceptionnelle est là, l'autorité administrative a le droit de juger de son pouvoir pour mettre un organe de transition, un organe de la circonstance sur place. C'est ce qui explique la mise en place de ces délégations spéciales. Mais je vous dis qu'en Guinée, on a 304 CFD. On a 304 CFD. On a 38. Ils sont allés au-delà. On a 38. Mais avant que le professeur Alpha Condé n'arrive au pouvoir, leur mandat était déjà arrivé à expiration. Mais quel devrait être on a privilégié quoi? On a privilégié, après l'installation du pouvoir exécutif, on a privilégié la mise en place du pouvoir législatif. Les deux ne pouvaient pas aller ensemble. Mais je vais vous décrire un schéma. Il vous appartient d'y adhérer ou pas. Comment ça s'est passé? Pourquoi les élections au niveau local n'ont pas eu lieu? Je vais vous dire. En fin 2013, après la mise en place de cette assemblée, dont j'ai décrit tout à l'heure, les faits négatifs, les faits à reprouver, 1400 milliards en perte, les 1400 milliards là auraient servi à construire combien d'hôtels, combien d'écoles, combien de dispensaires? On a fait perdre à l'État sciemment. Pourquoi? Je vais en venir tout à l'heure pour dire comment le crack a été créé, quels sont les mobiles de la création du crack. Nous allons en venir. Donc par rapport à ça, j'ai dit, je maintiens ma position. La CENI, comme l'indique l'article 2 du Code électoral, est l'organe chargé d'élections, d'organiser les élections. Voilà comment le fait a été déclenché. C'est la fixation de la date. Avant l'expiration du mandat présidentiel, la fixation de cette date-là, l'élection présidentielle qui a fait déborder le vase, ils sont retrouvés à Paris. J'ai mis la légitimité du chef du président de la République, à votre yeux ou à vos yeux. Le mandat n'est pas arrivé à expiration, c'est le peuple de Guinée qui a voté pour lui. Seul le peuple de Guinée qui détient le pouvoir du suffrage universel peut considérer que ce pouvoir est illégitime, mais pas ses opposants qui étaient pourtant candidats impétrables à cette élection présidentielle. Je continue. Donc l'article 2 du Code électoral dit que c'est la CENI qui est l'organe qui doit organiser les élections. L'accompagnateur doit être le ministère qui est en charge des élections, c'est le ministère de la décentralisation. Qui doit voter la technique à la CENI. Avant 2010, il y avait expiration du mandat des élus locaux. Mais à partir de 2014, les opérateurs qui étaient là, Waimat et Sabari, ont été refusés par cette opposition. Refusés par cette opposition
la procédure de passation de marché, il y a un délai limite qui est consacré par la loi. Ce délai, on a engagé la procédure. Au moment où ce délai, ce dénouement a été atteint, on a choisi un autre opérateur économique sur la base d'un marché ouvert, qu'on appelle le décloisonnement. La compétition était ouverte même aux sociétés qui ne sont pas en Guinée. Donc c'est un marché de décloisonnement. C'est une société française qui a remporté la compétition sur la base d'un marché d'appel d'offres, d'un appel d'offres ouvert, le décloisonnement. Le temps qu'il cherche à s'habituer au fichier et à reprendre la base initiale qui était là, dont il a hérité, le Sabari de Weimar, nous connaissons tous, il y a eu la surveillance de cette maladie. En 2014, c'est Ebola, avec tous ses colorés, avec le choc que cela a constitué, un choc sans précédent dans notre pays, qui est venu briser toutes les forces vives du pays et qui a affecté pernicieusement le tissu économique, le tissu social. Il y avait une urgence sanitaire. Est-ce qu'en ce moment, on pouvait parler d'organisation d'élections? Je dis non. Nous sortons en 2014. Nous venons en 2015. 2015 commence. Ebola est encore là. Il n'est pas éradiqué complètement dans notre pays. Et on doit faire les élections présidentielles. Est-ce qu'il y a lieu d'accorder la primauté à l'élection présidentielle à partir de l'élection à partir de laquelle même les engagements extérieurs de la Guinée, sont tenus par l'exécutif, par le président de la République. Donc, il fallait choisir. Au-delà de cela, il y a des contraintes financières qui s'attachent à l'organisation d'une élection. Est-ce qu'il fallait donner la primauté à l'organisation de l'élection présidentielle par rapport à l'organisation des élections communales et municipales? Je dis que la primauté est accordée à l'élection présidentielle, qui est le premier pilier du pouvoir, le pouvoir exécutif, et qui est le fait déclencheur de la légitimité de tous les autres pouvoirs. Donc, est-ce qu'on ne peut pas cumuler les deux élections présidentielles et législatives? Les explications que vous donnez, c'est vrai, elles sont très belles, mais d'ailleurs vous êtes l'homme, la personne la mieux située, mais dans la loi rectificative des finances, on n'a vu aucune ligne budgétaire qui parlait, n'est-ce pas, qui parlait de l'organisation législative. Donc, partant de là, il y a des contraintes budgétaires. Certaines personnes ont tout de suite entrevu qu'il y avait une volonté préméditée de ne pas aller aux élections communales pour privilégier les élections présidentielles. Une volonté préméditée de toute la classe politique. Non, l'opposition est représentée au niveau de l'Assemblée. Ouais. L'opposition est représentée au niveau de l'Assemblée. L'Assemblée a voté les budgets successifs par rapport aux différentes lois des finances. Mais cette opposition aurait déjà, en ce moment-là, crié, dire halte. Le budget des élections des communautés locales n'est pas prévu par la loi des finances initiale. Cette loi des finances ne doit pas être adoptée. Ils étaient là, ils ont discuté. Ils ne sont pas majoritaires, mais en ce moment-là, M. Kakoudono, est-ce que cela a été signalé à la face du public comme maintenant? Je dis bien, par rapport à la primauté des élections, il n'y a pas de refus. On a fait les élections présidentielles, on a fait les élections législatives. Mais la primauté entre l'organisation des élections présidentielles et l'organisation des élections locales, municipales, voilà la problématique. Devant cette problématique, je dis bien, j'accorde la primauté à l'organisation de l'élection présidentielle. Et c'est ce que la CENI a fait. Mais comment voulez-vous maintenant que l'exécutif, il y a la loi qui organise, il y a la loi qui permet à la CENI, l'article 2 du Code électoral, donne plein pouvoir à la CENI d'organiser les élections. La CENI, en toute indépendance, fixe une date, donne un chrono, en donnant la primauté à l'organisation de l'élection présidentielle. Je crois en la matière, il n'y a pas de problème. C'est un pseudo-débat de considérer que puisque ce mandat est arrivé à expiration, mais bien avant, ce mandat était arrivé à expiration. Pourtant, on devait dire en ce moment-là, attention, en organisant les élections
législatives, pas en sortant un annexe qui n'est signé par aucun représentant du pouvoir, justement, je venais pour dire que l'annexe dit que il fallait organiser l'accord du 3 juillet. Voilà, qui n'est signé par aucun représentant de l'État, et en matière de droit, vous savez comment on engage l'État. C'est fini les deux facilitateurs. Et puis par des ambassadeurs de beaucoup de pays. Le facilitateur de l'opposition. M. Silla, ils sont parés. C'est l'information que nous avons. C'est mieux que ça ne se mais en ce moment, on a donné la primauté à l'organisation de l'élection législative. Vous me permettez mieux que cela, les accords du 3 juillet prévoyaient qu'après les élections législatives seront les élections communales et à la fin du mandat, c'est-à-dire les élections présidentielles, il y a un groupe de commissaires à la CENI qu'on appelle même souvent des frondeurs qui sont sortis de leur silence pour dire que les élections communales étaient techniquement possibles à tenir au courant de cette année 2015. Alors, 2015, deux élections. Oui, après la tête de la élections. Après la tête de la vous savez les contraintes budgétaires qui est sorti en allemand contraint des têtes. Mais à l'espace de 3 mois, vous pensez que financièrement vous serez prêt? Parce que les élections communales sont prévues pour le mois de mars 2016. Pour dire qu'ils sont sortis de leur mutisme. Ils ont pris part à Kindia, tout à fait. À la retraite de la CENI. Ils n'ont pas signalé là-bas. Ils ont pris part activement. Est-ce que vous pensez qu'une telle démarche est bonne? Moi, je dis non. Ils devaient assumer. En prenant part à la retraite de la CENI, ils devaient faire prévoir leur position, même s'ils étaient militaires. Cela n'a pas été le cas. Mais moi, je vous dis, M. Kalino, revenons-en. C'est la primauté par rapport à l'organisation de l'élection présidentielle et par rapport aux élections locales. Selon vous, mettez-vous à notre place. On doit donner la primauté à quelle élection entre les deux? C'est ça. Parce qu'il y a la règle de la préséance, elle a une formule consacrée, ça ne s'applique pas seulement à la Guinée. Quand vous êtes devant une échelle de priorité, vous devez, dans l'échelle de priorité, avoir le courage de trier, de sérieux, de savoir où il faut accorder la primauté. Je dis bien, moi j'accorde la primauté à l'organisation de l'élection présidentielle. En tant que vice-président du CRASA, oui, on peut comprendre. Tout à l'heure à ce mouvement, les manifestations en répétition, l'opposition les a suspendues la semaine dernière, la semaine qui va suivre, elle va encore renouer avec les mêmes manifestations. Qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas d'organiser tout de suite un dialogue politique, d'ouvrir le dialogue politique, ou durant lequel, n'est-ce pas, on peut débattre de tous ces sujets-là afin d'harmoniser les points, les positions très très divergentes actuellement, afin qu'on passe à des élections crédibles, transparentes et apaisées. Est-ce que M. Kalino, est-ce que les manifestations que cette opposition est en train d'organiser maintenant, ces manifestations sont autorisées? Dans un pays, quand on est dans la République, on doit accepter le respect du droit. Le respect du droit suppose le respect d'autrui. Le respect du droit donne la légitimité au droit. Et quand on donne la légitimité au droit, la loi aussi doit s'appliquer à tout le monde. On ne doit pas, dans une république, quand il y a un pouvoir exécutif, dire qu'on organise une manifestation, même si on n'a pas le droit de le faire. On sort du domaine du droit. Cette manifestation, donc, l'opposition qui a eu lieu, elle est illégale. Et M. Kounoulou, je vous dis quelque chose. C'est l'idée politique. Je suis maintenant obligé de venir en face. Avant de déboucher, pourquoi le collectif pour l'élection du président Alpha Condé, qui est constitué d'un aéroport de cadre, s'est retrouvé. Et je vais vous dire, l'opposition guinéenne présentement, prenons Sidia, il a fait ses preuves, il a été Premier ministre 2 ans en Guinée. Il avait une lettre de mission que le président Conté a remis en cause. Sidia n'a pas démissionné. Il s'est cramponné jusqu'au moment où le président Conté l'a démis de ses fonctions. Prenons Kouyaté. Kouyaté a été Premier ministre à la faveur d'une sédition populaire que nous avons connue en Guinée, où toutes les communes ont manifesté. Regardez la dimension. Tout le pays, tout le pays. Regardez cette dimension et regardez maintenant la dimension de cette nouvelle forme d'opposition qui veut se perpétuer. C'est les deux axes, Bambeto Koza
Ce n'est pas la volonté du peuple. Ah oui, mais la volonté du peuple, c'était Tombolia. Même si elle atteint Tombolia, mais ce n'est pas tout le peuple qui s'est en tout cas, les 5 communes c'est pas une séduction de tout le peuple. Je reviens au Premier ministre Kouyaté. Il avait, dans sa feuille de route, un fait notable. C'était l'organisation d'une élection législative. Sa feuille de route, si elle avait marché, si cette élection législative avait été organisée, je dis bien avait été organisée, si cette transition civile avait réussi, on ne serait pas venu à la transition militaire qui a coûté très cher au peuple guinéen. Je voudrais qu'ils soient sur ce plateau parce qu'ils doivent se défendre. Mais bien vouloir parler à leur insu, c'est un peu... Je veux bien. C'est pas professionnel un peu, quoi. Bon, d'accord. Je veux bien, mais je fais mon analyse critique. On va revenir au crack. Voilà, non, avant de revenir au crack, je voudrais poser une question. Et le président Alpha Condé a dit tout récemment aux États-Unis que lors des dernières manifestations de l'opposition, qu'il y a eu certains militants qui avaient des armes de chasse. Est-ce normal de dire, en tant que président de la République, de le dire ainsi? Est-ce que quelque part on ne peut pas dire que l'État est un peu impuissant? L'État n'est pas impuissant. Il y a eu des réformes importantes au niveau des services de sécurité et de défense en Guinée depuis que le président Alpha Condé est venu au pouvoir. Ou la Guinée. Mais c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Il doit le dire. Il dénonce. L'armée, quelque part, la sécurité ne doit pas bien faire son travail. Le président dénonce un état de fait qui n'est pas normal. Oui, mais le fait de manque de président, il doit dénoncer, il doit désormais non, mais pour éviter. Mais je vous ai dit que le père de la nation, M. Gaillot. D'accord. Je vous ai dit comme que si c'est un père de famille qui disait que mon enfant a fait un jeu. Elle n'a pas été autorisée. Les gens se sont inscrits dans le non-respect du droit. Le respect du droit veut dire que quand un citoyen doit faire usage d'une arme, quelle que soit, qui est un permis de port d'armes, délivré par le ministère de l'administration du territoire. Mais vous avez suivi, M. Candino, toutes les marches de l'opposition ont été toutes caractérisées par la violence, par l'usage des armes blanches, par l'usage des armes à feu, depuis que le président Alpha Condé est au pouvoir. Mais je vais vous dire, au-delà des réformes, la vérité c'est quoi? C'est que Conakry a gagné en densité démographique. Il y a eu des réformes au niveau des services de sécurité, certes. Mais vous pouvez noter aujourd'hui, sur le plan statistique, il y a combien de policiers par rapport à combien de citoyens au millimètre près. Je dis que les statistiques, encore, la Guinée n'a pas atteint les normes. Nous sommes en train de travailler. Il y a eu des réformes au niveau des services de sécurité. Il y a eu 10 brigades anti-criminalité créées au niveau du ministère de la Sécurité. Mais l'effectif que nous avons aujourd'hui est insuffisant par rapport à la densité démographique de Conakry, qui ne fait que galoper. Qu'est-ce qu'il y a lieu de noter? C'est la volonté politique. La volonté politique, elle est là. Les services de sécurité ont connu des réformes. On a été même accompagné la Guinée par l'ONU. Le Sénégalais, Lamine Cissé, est le détaché de l'ONU. La remise à plat des pratiques anciennes dans le cadre du système de sécurité et de défense. Tout n'est pas rose. Voilà. La densité démographique. Il va rapidement nous parler du crack parce qu'on n'a pas assez de temps. Le crack, c'est le collectif pour la réélection en 2015. Pendant que vous vous battez pour la réélection de Alpha Condé, la fois dernière, le président du UFS Touré présentait le président Alpha Condé comme étant le candidat du déclin. Qu'est-ce qui vous pousse naturellement à vous battre pour la réélection de Alpha Condé? Vous parlez de Sidia maintenant? Vous dites que je ne dois pas parler de Sidia? Et vous parlez de Sidia? Oui, non, en fait, le candidat du déclin, vous vous battez pour ça. Mais non, quand vous évoquez son nom, il est passé à la tête de ce pays comme Premier ministre 2 ans, je serai obligé de parler de lui. Non, maintenant, qu'est-ce qui motive alors la création du crack, voilà. C'est pas pour la réélection d'Alpha Condé. Je vais vous dire, les réformes menées depuis que le président Alpha Condé est venu au pouvoir, avant qu'il ne vienne au pouvoir,
quand on jette un coup d'œil attentif, je dis bien attentif, dans le rétroviseur du passé, on se rend compte que la Guinée était considérée comme un pays sur le plan économique, un pays à l'abandon, un pays en dégénérescence. Pour vous en convaincre, toutes les variables économiques étaient au rouge. Nous prenons l'inflation. L'inflation était à 21%, elle caracolait à 21%. L'inflation, c'est quoi? C'est le déséquilibre économique, caractérisé par une hausse généralisée des prix. Au-delà de l'inflation, la balance commerciale, elle était chroniquement déficitaire. C'est le ratio, le rapport entre la masse globale des exportations et des importations. La Guinée n'exportait plus. Parce que tout le tissu industriel, au nom d'une certaine politique, j'appelle ça les avatars du passé, les politiques du passé, d'un seul trait, toutes les unités industrielles ont été fermées sous la Deuxième République. Donc la Guinée n'avait pas un tissu industriel qui pouvait lui permettre de produire et de faire en sorte que le pays importe moins qu'il n'exporte. Au-delà de cela, l'endettement du trésor auprès du système bancaire, il était ahurissant. Il était de l'ordre de 600 milliards de francs guinéens. Prenons le déficit salarié de la Guinée, il était de 300 000 tonnes par an. Prenons les indicateurs humains de développement. Le ratio en couverture médicale il était faible. Il n'avoisinait pas le ratio au niveau de la sous-région. Le ratio au niveau de la santé, il était faible. Prenons la pauvreté, il était à 58%. Avec l'arrivée du professeur Alpha Condé, la Guinée a redoublé le blason. La Guinée était dans une position, une étape intérimaire, le point de décision, depuis 2000. On est au point de décision. Le président Alpha Condé est venu au pouvoir en 2010. De 2010 à 2012, du point de décision, qui est une étape intérimaire, nous sommes venus au point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres, très endetté, avec à la clé la remise du service de la dette, 3 milliards 100 millions de dollars à 2 milliards 100 millions, une dette qui était insoutenable parce qu'elle représentait à ce seuil-là 75% du produit intérieur brut de la Guinée. Au-delà de cela, qu'est-ce qu'il y a lieu de noter? C'est qu'aujourd'hui, pour aller vers cette atteinte, il a fallu des réformes. Ce n'est pas une complaisance. L'arbitre, c'est la communauté internationale. Donc, le 25 septembre et le 26 septembre, consécutivement, les deux conseils d'administration sont différents. Celui de la Banque mondiale et du Fonds, ils ont accordé à la Guinée cette remise de sa dette, parce que c'était une dette insoutenable. Et la Guinée a produit... Même ça n'a pas incidenté sur la vie du quotidien. Ça a incidence, parce que le taux de change qui était déprécié, je prends quelques faits. En Guinée, l'aliment de base c'est quoi? C'est pas le riz? Oui. Le riz. Avant que le président Alpha Condé ne vienne au pouvoir, le riz importé, on le revendait à 350 000 francs. C'est un fait indicateur de l'inflation. Voilà. Depuis qu'il est revenu au pouvoir, le riz, c'est moins de 200 000 francs aujourd'hui, par endroit. Les prix varient, mais ça n'atteint pas 200 000 francs. Le riz du pays, qu'on appelle Barabaré, c'était à combien la mesure? Avant que le président Alpha Condé ne vienne au pouvoir, c'était 10 000 francs la mesure. Vous êtes femme, Madame Dubaté. Quel est le prix maintenant aujourd'hui? C'est 5 000, 4 500, mais pas au-delà de 5 500. Voici que les faits sont maîtrisés. Ensuite, la Guinée ne paie même pas ses cotisations auprès des communautés internationales. Avec l'arrivée du président Alpha Condé, la Guinée a payé 120 milliards de francs pour que les institutions régionales et sous-régionales, la Guinée puisse être là, non seulement présente, mais avoir un droit de vote. Komala a été élu à la tête de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Depuis que le professeur Alpha Condé est venu, il a donné aux agriculteurs combien? 40 000 tonnes d'engrais. La première campagne, il a déboursé 205 milliards de francs. La deuxième campagne, 95 milliards, 300 millions. C'est l'heure, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Voici les avantages qui permettent aujourd'hui à la Guinée d'être dans le cercle vertueux de la croissance, de la valeur ajoutée. N'eût été Ebola,
les projections de croissance qui étaient bonnes déjà depuis 2010 allaient continuer leur petit bonhomme de chemin. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Droit et Société sur Évasion TV, qui a reçu sur ce plateau aujourd'hui M. Mohamed Lamine Yayo. Il est chef de cabinet du ministère de l'Économie et des Finances, en même temps vice-président du CRAC, entendez collectif pour la réélection d'Alpha Condé en 2015. Le co-animateur de l'émission, c'est Momori Koundouno. Merci d'être venu, M. Yayo. Merci aux chers téléspectateurs. Au revoir.